Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire Paix en poche numéro 2 sur le thème des congés payés. Je suis aujourd'hui accompagnée de Arnaud Collin. Bonjour Arnaud. Bonjour Caroline. Donc nous sommes tous les deux consultants formateurs au sein de l'Institut 4.10 et pour ma part, j'étais anciennement en URSSAF en centre de paix. Et Arnaud, je te laisse continuer ta présentation. Moi, je suis donc consultant formateur à l'Institut 410, plus spécialement sur le droit du travail et le droit de la formation, hein. Et voilà, donc je suis basé à l'antenne de Montpellier, dans les locaux de l'URSSAF, pour être très précis. Voilà, et pour ma part, sur le site de Toulouse. Alors, on va excuser notre directrice Elodie Marchat qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui tenait à vous remercier parce que vous êtes très nombreux à être inscrits. Vous voyez, les compteurs montent. On est 654 inscrits à ce webinaire. Et au nom de tout l'Institut 4.10, on vous remercie grandement pour votre engouement. Alors, vous le savez, les webinaires Paix en poche, on a mis ça en place, hein. C'est un rendez-vous qui est trimestriel, qui est totalement gratuit. Il suffit de s'inscrire. Webinaire donc gratuit à destination de tous les publics P et donc aussi bien pour les personnels des services RH que pour ceux qui font la gestion administrative du personnel. Et on en reparlera en fin de webinaire. Vous pouvez toujours nous proposer des thèmes pour les prochains numéros. Donc, je vais maintenant évoquer le programme. Donc, un programme qui va porter sur 4 points précisément. Premièrement, on abordera la période de référence et la prise de congé. Vous savez qu'il y a une période où on accumule des droits à congé et puis une période, bah, ma foi, on les prend. Voilà. Et ensuite, on va aborder le nombre de jours de congé, hein. Une fois que j'aurai bien déterminé jusqu'à quand je peux prendre mon congé, on abordera le nombre de jours de congé. Que se passe-t-il quand je suis notamment absent? Donc, quelles sont les périodes assimilées à du travail? Et enfin, dans un dernier temps, on abordera l'indemnisation. Alors, ce qui est important, c'est que vous pouvez poser toutes vos questions via QR. Donc, c'est tout en haut QR, hein, comme vous pouvez le voir. Effectivement, vous l'avez, c'est indiqué. Et vous avez possibilité de poser toutes questions. Alors, on essaiera de répondre à un maximum de questions, mais répondre à tous, ça va être compliqué. Comme nous sommes plus de 600 inscrits actuellement, nous sommes 512 participants connectés. Ça va être, on va essayer de répondre à un maximum, mais pas forcément à tout. Et j'en suis désolé par avance. Donc, ce qu'on va aborder dans un premier temps, c'est la période de référence, comme je vous le disais, la période de prise de congé. Donc, il faut bien différencier deux choses. La première chose qu'il faut différencier, c'est la période de référence et de prise de congé. Si j'avais un peu une image à donner, je dirais que je mets de côté pendant un an et après je dépense. C'est un peu ça l'image que je voulais effectivement donner. Donc, pour être très concret, ben, on a une période de référence, c'est-à-dire une période où j'accumule des droits à congé qui est normalement du 1er juin N-1 au 31 mai de l'année N, hein, c'est le Code du travail qui le prévoit. Et puis ensuite, on a une période de prise, hein, de notre convention collective, hein, qui est du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1. Donc, je vais donner un exemple pour être le plus concret. Actuellement, les congés que nous sommes en train de prendre entre le 1er mai 2024 et le 30 avril 2025, hein, je les ai accumulés entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024. Donc ça fonctionne effectivement comme ça en principe. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a une loi qui est un vrai tournant. C'est la loi du 22 mars, effectivement, 2012, sur le calcul, effectivement, des droits des salariés. Donc maintenant, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de minimum de présence effective pour le calcul, effectivement, des droits des salariés. Voilà, il n'y a pas de conditions d'ancienneté, de conditions de durée minimum. C'est-à-dire que pour que je sois conforme aux droits européens, dès le premier jour, j'acquiers des droits à congé. Donc, j'ai pas besoin, comme avant, d'attendre 10 jours ouvrables. Dès le premier jour, j'ai droit à congé. Donc, ce qui veut dire que je m'ouvre des congés supplémentaires dès le premier jour que je suis présent, effectivement, sur la période de référence. Ça, c'est important. Alors, quand je parle de congés supplémentaires, je pense par exemple au congé enfant à charge ou congé ancienneté. On va du coup maintenant voir justement le nombre de jours de congé. On va vous lancer une petite vidéo qui est assez courte, hein, qui dure une petite minute 30. Et vous avez toujours l'onglet QR pour nous poser les questions pendant toute la durée de la vidéo. Vous pouvez le faire comme pendant toute la période du webinaire. Allez, on se retrouve dans une minute 30. Maintenant que nous avons vu la rémunération, nous allons aborder les congés annuels payés et les RTT. À la sécurité sociale, si vous avez plus d'un an de présence, vous avez droit en termes de congés principaux à 2 jours ouvrés par mois. Les jours ouvrés,
ce sont les jours travaillés. Par exemple, si vous travaillez 12 mois, cela fait 24 jours, soit 4 semaines et 4 jours de congé. Les règles sont un petit peu différentes en dessous d'un an de présence. Après un an de présence, on a droit, en plus de ces 24 jours, à 3 jours de congé mobile. Soit pour quelqu'un qui a travaillé une année complète, 24 plus 3, 27 jours ouvrés, soit 5 semaines et 2 jours. Ce nombre de jours de congé est bien sûr supérieur à celui qui est prévu par la loi. Abordons maintenant les congés supplémentaires. Il existe également, suivant votre situation, des congés supplémentaires. Par exemple, par enfant en charge de moins de 15 ans, vous avez 2 jours ouvrés. Il existe aussi des congés ancienneté, 0,5 jours par bloc de 5 ans d'ancienneté. Par exemple, si j'ai 5, 6, 7, 8 ou 9 ans d'ancienneté, cela me fait 0,5 jours par an. Quand j'aurai 20 ans d'ancienneté, cela me fera donc 2 jours par an. En complément, nous avons également des congés fractionnement, qui sont calculés au 30 septembre, qui peuvent aller sous condition jusqu'à 2 jours par an. Prenons un exemple. J'ai 10 ans d'ancienneté à la sécurité sociale, 2 enfants à charge de 5 et 8 ans. Cela me fait 27 jours de congés principaux, les 24 jours plus ces 3 jours mobiles par an, plus 4 jours enfants à charge, car j'ai 2 enfants à charge de moins de 15 ans, une journée de congé ancienneté, et si je remplis les conditions, 2 jours de fractionnement, soit 34 jours. Un jour près dans cette situation, cela me fait 7 semaines de congé. Alors, on va de suite voir si vous avez bien saisi le détail de nos congés avec une première question qui s'affiche sur votre écran et vous allez pouvoir remplir un sondage pour nous dire en fait qu'est-ce que vous pensez comme réponse. Donc, un salarié qui travaille à temps plein à la sécurité sociale, qui aurait 16 ans d'ancienneté, un enfant de 2 ans et qui aurait les conditions requises pour avoir 2 jours de fractionnement, aurait droit pour vous à 26 jours de congé, 29,5, 32,5 ou 34,5. On vous laisse quelques secondes pour nous répondre. Alors, les résultats vont me parvenir puisqu'ils ne s'affichent pas encore. Allez, vous êtes plus de 72% à avoir dit 32,5, même 80% maintenant, ça continue à monter. Et vous avez raison, la bonne réponse était 32,5 jours de congé. 27 jours de congés principaux, on rappelle, les principaux, c'est les 24 jours qui s'appellent les congés principaux, plus les 3 mobiles, plus les 2 jours de fractionnement dans notre cas, les 2 jours enfants à charge. Et puis, cette personne avait entre 15 et 20 ans d'ancienneté, donc 1 jour et demi au titre de l'ancienneté. Vous avez raison, donc 32,5 dans notre cas. Voilà, les résultats s'affichent sur l'écran. Et on vous a mis ici un petit onglet donc de GRH, qui est un de vos outils de paye. On sait que ce n'est pas celui de tout le monde. Et vous voyez ici comment s'affichent les reliquats. Dans le cas à l'écran, on a un reliquat enfant à charge de 2 de droit et donc 2 de reliquat, ce qui veut dire que la personne n'a pas encore posé ses congés. Nous allons maintenant voir plus en détail le congé enfant à charge et le congé fractionnement. Parfait, donc ça va me permettre de répondre à une question de Christelle. Oui, Christelle, on va aborder juste après le congé fractionnement. J'en profite aussi parce que vous venez de voir une capsule. Eh bien, sachez effectivement que cette capsule est disponible, hein. Vous avez entendu une vidéo et cette capsule est disponible, donc vous aurez le lien à la fin effectivement la fin du webinaire. Sachez que cette capsule est entièrement gratuite et c'est possible de la commander, notamment pour les nouveaux embauchés, via notre catalogue. Hein. Donc ça, c'est les services RH, bien sûr, les services formation, mais c'est vraiment une capsule qui aborde l'ensemble des droits et des obligations du nouvel embauché. Donc maintenant, je vais aborder effectivement le congé enfant à charge. Donc on va rentrer dans les précisions. Donc on a le congé enfant à charge de moins de 15 ans. Donc on a 2 types de situations. Soit vous avez moins de 21 ans au 30 avril, ce qui est quand même assez rare dans l'institution, soit vous avez plus de 21 ans. Donc, si jamais le Code du travail dit que si vous avez moins de 21 ans, ça vous fait 2 jours ouvrables par enfant à charge, réduit à 1 jour quand le congé légal n'excède pas 6 jours. Donc, je rappelle que les jours ouvrables, ce sont tous les jours de la semaine, sauf les dimanches et jours fériés. Donc, en principe, on a 6 jours ouvrables. Pour les salariés, effectivement, de 21 ans au moins, c'est 2 jours ouvrables lorsque le cumul
cumul du congé principal et du congé enfant à charge n'excède pas 30 jours ouvrables. Donc, si quand je cumule l'ensemble des congés, j'ai moins de 30 jours ouvrables, si je divise effectivement par 6, ça fait 5 semaines. Dans ces cas-là, je peux avoir droit à 2 jours ouvrables. Maintenant, je vais aborder l'article 38 de la convention collective et on va prendre ce qu'il y a de plus favorable. Donc, après 6 mois de présence, on a 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans. Qu'est-ce que c'est qu'un jour ouvré? Ce sont les jours travaillés. Hein. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui travaille du lundi au vendredi, ça fait 5 jours. Donc, on prend 5 jours de congé. Si je travaille de 5 jours au vendredi, ça fera 5 jours. Puisque notre convention collective, on raisonne en jours ouvrés. Avant, effectivement, 6 mois de présence, c'est un jour ouvré par enfant à charge de moins de 15 ans. Donc, je vais prendre un exemple extrêmement concret. Si, par exemple, je suis un salarié de plus de 21 ans, j'ai été embauché au 1er janvier, j'ai des enfants à charge, un enfant à charge de moins de 15 ans. Donc, du 1er janvier au 30 avril, j'ai droit à 2,5 jours ouvrables x 4, c'est-à-dire 10 jours. D'accord? Donc, si j'ai un enfant à charge, bah, on est d'accord, j'arrive pas à 30 jours ouvrables. 10 plus 2, c'est inférieur à 30. Dans ces cas-là, je n'aurai pas un jour ouvrable, mais 2 jours ouvrables pour mon enfant à charge, dans la mesure où, en ce qui concerne le droit à congé, ça n'excède pas 30 jours ouvrables. Voilà, j'espère que ça a été clair, effectivement, par rapport à ça. Alors, on va maintenant parler des congés pour fractionnement et on vous a mis un petit tableau pour comparer le dispositif conventionnel du dispositif du droit du travail. Vous allez voir qu'on a des similitudes et des choses un petit peu différentes. Donc, dans la convention collective, pour obtenir jour de fractionnement, il faut déjà avoir une partie de nos congés qui sont pris entre le 1er mai et le 30 septembre. Dans le cas du droit du travail, on parlera du 1er mai au 31 octobre. Toujours dans notre convention collective, pas de prise minimum entre guillemets, la prise minimum est de 0,5, une demi-journée suffirait et pas de minimum de 12 jours comme dans le droit du travail. En termes de maximum, pas de maximum dans la convention collective, alors que pour la prise maximum du droit du travail, on sera à 24 jours ouvrables. Donc, au 30 septembre, c'est vos services RH qui font ça. Ils vont aller regarder combien il reste de congés payés. S'il reste au moins 5 jours ouvrés de congés, dans le cadre de la convention, vous aurez droit à 2 jours de fractionnement. S'il reste 2, 3 ou 4 jours, on aura droit à 1 jour de fractionnement. Dans le cadre du Code du travail, ce sera au 31 octobre qu'on regardera ça. Et s'il reste au moins 6 jours ouvrables, 2 jours de fractionnement. S'il reste 3, 4 ou 5 jours, 1 jour de fractionnement. Il faut rappeler, et c'est important de le dire, que pour avoir des jours de fractionnement, il faut fractionner ses congés. On va le voir dans des exemples. Si on ne fractionne pas, c'est-à-dire si on prend tous ses congés, tous les congés qu'on a acquis d'un coup, on n'aurait pas droit à jour de fractionnement. On va voir tout de suite un premier exemple. Donc, c'est pareil, vous allez être amené à répondre par oui ou non à un petit sondage. Monsieur X qui a posé ses congés 2023 du 15 au 31 juillet 2023, c'est la partie jaune qu'on voit dans le petit planning, encore une fois un petit extrait de GRH, aura-t-il le droit à des jours de fractionnement? Et vous voyez qu'il a une seconde partie de congés au mois de novembre et qu'on a un solde de congés principaux qui est de 16, on le voit sur le petit écran de droite. Monsieur X, donc, a-t-il droit à des jours de fractionnement? Vous répondez oui ou vous répondez non. Alors, à cet instant, 96% ont dit oui et vous avez raison, tout à fait. On se pose 3 questions dans le cadre du fractionnement. On va d'abord se demander s'il y a bien des congés posés entre le 1er mai et le 30 septembre. C'est le cas, puisqu'on a une partie de congé qui est posée au mois de juillet. Est-ce qu'on a un nombre de jours de congés restants suffisant? C'est le cas. On était à 13 jours de congés restants. Et est-ce que les congés sont bien fractionnés? C'est le cas aussi, puisqu'on a 2 parties de congés. Une première partie en juillet, une seconde partie en novembre. On va voir un second petit exemple. C'est la question numéro 3. Madame Y a posé l'intégralité de ses congés 2023 du 1er juin au 21 juillet. Aura-t-elle droit à des jours de fractionnement? Et pareil, on vous a mis des petits écrans de GRH du planning où on voit bien les congés posés du 1er juin au 21 juillet. Et on voit aussi tous ces reliquats qui sont cochés à 0. Je vous laisse répondre à la question. Aura-t-elle droit à des jours de fractionnement? Oui ou non? 100% non, on me dit dans l'oreillette. Alors effectivement, c'était bien non. Pourquoi? Est-ce qu'on a posé des congés entre le 1er mai et le 30 septembre? Oui, c'est le cas. Le nombre de congés restants est à 0. Et y a-t-il eu fractionnement des congés? Non. Donc, elle n'aura pas droit à jour de fractionnement.
On arrive à la fin de la première partie et donc il est temps de répondre à vos questions. On va regarder de suite celles qui ont été posées. Alors moi, je vais d'abord répondre effectivement à une question de Claudia. Est-ce que le congé, alors je pense que Claudia, vous parlez de congé mobile, Claudia pose la question suivante. Le congé mobilité ne s'applique pas aux DOM. Point d'interrogation. Alors je pense que vous parlez de congé mobile plutôt, Claudia. Donc effectivement, le congé effectivement mobile n'existe pas dans les DOM, sauf si bien sûr il y a une interprétation plus favorable de la part de l'employeur, parce qu'on peut être toujours plus favorable de la part de l'employeur. Alors, on a une question de Agnès qui nous dit, si un salarié est à temps partiel avec mercredi chômé, par exemple, le mercredi est-il considéré comme un jour ouvré? Alors, en fait, ce qui va se passer dans le cas de ce salarié, c'est qu'on va calculer un reliquat de congé qui sera un reliquat à temps partiel. Donc, on va aller calculer, ben, par exemple, il ne travaille que 4 jours sur 5. On va prendre les congés principaux, on va les proratiser à 4 sur 5. Et donc, quand on y posera une semaine de congé, on ne prendra de ce reliquat que 4 jours. Alors, d'autres questions, Arnaud? Alors, il faudrait que vous précisiez votre question, Agnès, pour les congés de fractionnement, si le droit n'est pas entier, c'est le même raisonnement. J'avoue, voilà, si vous pouviez préciser un petit peu. Voilà, donc voilà, donc voilà. Sinon, bah, je te laisse Ah, ah, répondre éventuellement s'il y a d'autres questions. oui, on a aussi une question qui nous dit, le support présenté sera-t-il adressé aux participants? Merci. Et j'avais vu une autre petite question qui nous disait, comment pourrons-nous s'inscrire au prochain webinaire? Donc, suite au webinaire d'aujourd'hui, vous allez recevoir évidemment le support. Vous recevrez aussi les liens pour nos formations et les liens effectivement pour les inscriptions des prochains webinaires. Donc, le support, vous l'aurez effectivement. Et vous aurez aussi le replay de ce webinaire puisqu'on sait que très souvent, vous êtes demandeur de pouvoir y retourner. Donc, vous aurez le replay, vous aurez le support, les liens pour vous inscrire à nos formations ou au prochain webinaire. Alors, je vais répondre à une dernière question de Béatrice. Pour un salarié à temps partiel, les jours mobiles sont-ils proratisés ou non? Alors, les jours sont transposés, comme on dit. Effectivement, pour ce qui concerne les congés principaux, ce qui n'est pas le cas des congés supplémentaires, on transpose en fonction du nombre de jours travaillés dans la semaine. D'accord? Donc, par exemple, ça fait, mettons, 27 jours. Si vous travaillez 4 jours sur 5, ça vous fera 27 multiplié par 4 divisé par 5. En ce qui concerne les congés principaux, ce qu'on appelle congés principaux, c'est les 2 jours, effectivement, par mois, plus les 3 jours de congés mobiles. Voilà. Allez, vous pouvez continuer à poser des questions sur l'onglet QR et on répondra à chaque fin de partie et on répondra aussi en fin de webinaire à toutes les questions, enfin, à toutes celles qu'on pourra répondre effectivement au regard du fait que vous êtes très nombreux et que du coup, on aura peut-être des difficultés à répondre à toutes les questions, mais on fera au mieux. On va maintenant parler période assimilée à du travail. Donc, pour le calcul de la durée des congés, on va apprécier le temps de travail effectif. Autrement dit, quand vous travaillez, c'est du temps de travail effectif et ça, mais c'est valorisé en termes d'acquisition des congés payés. Ce qui est un petit peu, ce qui a pu être, comment dire, précisé par des textes, ce sont les périodes qui ne sont pas du temps de travail effectif, mais qui vont être assimilées au regard de l'acquisition des congés payés. Donc, ça va être le cas des congés payés. Effectivement, pendant que nous sommes en congé, nous continuons à accumuler des congés payés. On a le cas aussi pour la maladie et l'accident du travail. Ce sont des périodes qui sont assimilées à du temps de travail effectif. Et puis, on va avoir le congé de maternité, paternité et adoption. Et quand j'entends congé maternité, on va aussi avoir les congés supplémentaires, c'est-à-dire le 1 mois et demi à plein traitement ou 3 mois à demi-traitement. Si tant est que s'il est à demi-traitement, il valorisera pour moitié l'acquisition des congés payés. C'est aussi le cas pour le CPF et toutes les formations qui sont faites sur le temps de travail. Tout ça est assimilé à du temps de présence effectif. Maintenant, on va aborder un sujet qui fait beaucoup parler actuellement, puisqu'il y a une nouvelle loi, effectivement, cette année. On a une jurisprudence précédemment en décembre dernier. C'est l'impact de la maladie sur les congés payés. Donc, on va voir ensemble quel est l'impact de la maladie sur les congés payés. Donc, il faut bien sûr distinguer, c'est-à-dire concrètement, je suis malade, est-ce que j'acquiers ou pas des congés payés? Voilà, pour être encore plus précis. Voilà. Donc, on va effectivement ensuite, on va voir qu'il y a deux cas. Soit le premier cas, accident du travail ou maladie professionnelle. Et deuxième cas, quand je n'ai pas une accident du travail ou une maladie professionnelle. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié acquiert des congés payés pendant toute la durée de l'absence à ce titre.
Donc, il faut bien distinguer suivant effectivement l'ancienneté. Soit, enfin, je parle toujours au niveau de la convention collective de la sécurité sociale, hein, bien sûr, hein, du régime général. Donc, il faut distinguer suivant l'ancienneté du salarié. Donc, soit soit le salarié a moins de 6 mois de présence dans l'institution et il aura 2,5 jours ouvrables par mois de présence, d'accord, par mois par mois de maladie. Soit effectivement le salarié a plus de 6 mois de présence et dans ces cas-là, on lui appliquera les congés conventionnels, c'est-à-dire 2 jours ouvrés par mois de présence plus les 3 jours de mobile par an. Donc il faut bien distinguer. Moins de 6 mois, c'est 2,5 jours ouvrables par mois. Plus de 6 mois, c'est 2 jours ouvrés par mois de maladie, plus effectivement les fameux 3 jours mobiles. Ensuite, on va aborder le deuxième cas, savoir l'accident ou la maladie d'origine non professionnelle. Dans ces cas-là, il faut bien distinguer, soit c'est des salariés en arrêt maladie non rémunéré ou en arrêt maladie rémunéré de plus de 12 mois, c'est-à-dire ils sont absents plus de 12 mois. Hein. Ils sont, par exemple, je suis absent, par exemple, en affection longue durée, du 1er avril 2023 au 30 juin 2024. Donc là, ça fait plus effectivement d'un an. Dans ces cas-là, c'est pas 2,5 jours ouvrables, mais 2 jours ouvrables par mois, limité à 24 jours par période effectivement de référence. Qu'on entend présent, c'est la fameuse année de référence. Si jamais je suis en arrêt rémunéré maladie de moins de 12 mois, dans ces cas-là, j'applique les congés payés en fonction des dispositions conventionnelles, c'est-à-dire, je me répète, 2 jours ouvrés par mois, plus ces fameux 3 jours mobiles par an. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'on vient d'aborder, hein, donc et en synthèse. Donc en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, on acquiert bien sûr les congés payés pendant toute la durée de l'absence à ce titre. Il faut bien distinguer suivant la convention collective, suivant l'ancienneté, hein, moins de 6 mois, plus de 6 mois. Et on vient également d'aborder tout ce qui est maladie d'origine non professionnelle. Maintenant, on va effectivement maintenant être beaucoup plus effectivement précis. Alors, en cas de congé non pris, donc on va distinguer effectivement plusieurs cas. En cas de congé non pris, du fait d'un arrêt maladie en cours depuis moins d'un an à l'expiration de la date d'acquisition. C'est-à-dire que je suis en congé maladie depuis moins d'un an à l'expiration de la date d'acquisition. Par exemple, la période d'acquisition se termine, on va dire, pour être très concret, au 31 mai 2024 et je suis malade à partir du 1er janvier 2024. Alors, le Code du travail précise, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité pour cause de maladie ou d'accident de prendre au cours de la période de prise de congé tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de 15 mois afin de pouvoir les utiliser. Donc j'ai 15 mois pour les prendre. Donc quand je reviens effectivement de congé maladie, quand j'ai terminé effectivement mon congé maladie, je bénéficie d'une période de 15 mois pour pouvoir les utiliser. Cette période de 15 mois débute à la date à laquelle le salarié reçoit l'information. Donc c'est important de donner l'information le plus rapidement possible. Vous avez un mois pour la donner puisque sinon ça reporte la date par laquelle il peut prendre effectivement ses congés. Donc on va prendre peut-être un exemple concret pour que ça soit le plus précis possible. Alors par exemple... Pardon, vas-y Arnaud, je t'en prie. Non, c'est toi. Allez, un salarié est absent pour maladie du 1er décembre 2023 au 30 juin 2025. Il reprend le 1er juillet 2025. Le 17 juillet 2025, son employeur l'informe de son solde de congé. Le solde des congés acquis du 1er juin au 31 mai 2023 et ceux acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 pourra être reporté. Et là, on vous demande toujours de répondre au sondage jusqu'au 30 avril 2026, jusqu'au 1er octobre 2026 ou jusqu'au 17 octobre 2026. On vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, vous avez donc massivement répondu pour la réponse numéro 3 jusqu'au 17 octobre 2026. Arnaud? Eh bien là, je pense que vous avez effectivement totalement raison, comme on va effectivement le voir. Voilà. Donc, en ce qui concerne les congés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et ceux acquis entre le 11 juin 2023 et le 31 mai 2024, comme il est parti en maladie le 1er décembre 2023, il avait moins d'un an au 31 mai 2024, il a moins d'un an d'arrêt maladie.
Hein, ça me paraît important. Puis il y avait aussi ses congés précédents. Donc là, c'est bien jusqu'au 17 octobre 2026, puisque en plus l'employeur a tardé à congé, hein, a tardé à répondre. Normalement, ça devrait être au 30 septembre, mais comme il a répondu 17 jours après, comme il a envoyé son information effectivement 17 jours après, c'est bien jusqu'au 17 octobre 2026, soit 15 mois après l'information de l'employeur. Alors maintenant, on va prendre le cas d'un arrêt maladie en cours depuis plus d'un an à l'expiration de la date d'acquisition. Donc on va prendre l'exemple, c'est que si le salarié reprend avant l'expiration de la date de report, et si bien sûr le salarié reprend après l'expiration de la date de report. Donc, les congés non pris du fait d'un arrêt maladie en cours depuis plus d'un an à l'expiration de la date d'acquisition. Alors là, c'est important parce que le délai de report, il commence non pas à la reprise du travail, mais à la fin de la période d'acquisition des congés, vous savez, au 31 mai. Hein, ça, c'est important. Hein. Donc, si la période effectivement de report de 15 mois à compter de la période d'acquisition n'a pas expiré, elle est suspendue jusqu'à l'information de l'employeur. D'accord? Et si le salarié reprend après l'expiration de la date de report, la période de report de 15 mois à compter de la période d'acquisition a expiré. Donc, dans ces cas-là, les congés non pris dans ce délai de 15 mois seront perdus. Donc, on va prendre quand même des exemples hein, qui pourraient être le plus précis possible. Voilà. Par Alors, exemple, vas-y, pardon. décidément. Désolée Arnaud. Alors, un salarié qui serait absent pour maladie du 1er avril 2024 au 31 juillet 2025, le salarié reprend le 1er août et est informé le jour de sa reprise. Le solde de ses congés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 pourra être reporté jusqu'au 30 avril 2026, jusqu'au 31 août 2026 ou jusqu'au 31 octobre 2026. On attend quelques secondes pour avoir vos réponses. Alors, on est assez partagé sur les réponses puisque vous êtes 44% à peu près pour la numéro 2, 47% pour la numéro 3. Alors Arnaud, dis-nous. Alors maintenant, effectivement, je vais vous répondre de manière précise. Alors, on va voir la réponse à la question dans la diapositive qui suit. Voilà. Donc, un salarié, donc là, c'est bien jusqu'au 31 août 2026, car c'est 15 mois avant la fin de la période d'acquisition. D'accord? Donc ça, effectivement, c'est important. Hein. Donc si je prends effectivement la période d'acquisition, comme vous le savez, ben, se termine dans ces cas-là au 31 mai effectivement 2022, enfin, au 31 mai 2025, plus effectivement 15 mois, ça fait bien effectivement 31 août 2026. Hein, donc juin, juillet, août et puis l'année précédente. Hein. Mais par contre, si vous tardez à informer, ça va expirer plus tardivement. Par exemple, si l'employeur tarde et informe le salarié le 7 août 2025, la période expirera le 7 septembre 2026. Donc, pour être très précis, 15 mois, c'est bien après, effectivement, le 31 mai 2025. Donc, 31 mai 2025 plus 15 mois, ça fait bien 31 août 2026. Alors maintenant, on va prendre toujours pour les arrêts maladie à compter du 1er avril 2023. Les congés acquis sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 sont à prendre dans un délai de 15 mois compté du 1er juin 2024. Fin de la période d'acquisition, soit en principe jusqu'au 31 août 2025 inclus. Hein, c'est ce qu'on vient de voir. Hein, 15 mois à compter du 1er juin 2024. Il a bien été malade depuis plus d'un an au 31 mai 2024, 1er avril 2023, 31 mai 2024, ça fait plus d'un an. Dans ces cas-là, c'est jusqu'au 31 août 2025. Donc, admettons qu'il reprenne son travail postérieurement au 31 août 2025. Les congés acquis au cours de la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 seront perdus. Donc, attention à ce que vous dites en disant on ne perd jamais les congés pendant un arrêt maladie. Ce n'est pas vrai. Hein, on en a effectivement l'exemple ici. Bien, alors, j'insiste beaucoup sur l'information effectivement aux salariés. C'est-à-dire que vous, en tant que service RH, quand la personne revient de congé maladie, vous devez l'informer à la fois sur le nombre de jours de congé et à la fois la date à laquelle ces congés doivent être pris. Hein. Ce qui est important, c'est que ça doit intervenir vraiment dans le mois qui suit la reprise. Alors, par tout moyen, conférant une date certaine à la réception. Donc, ça peut être par lettre recommandée avec accusé de réception. Ça peut être aussi par lettre contre récépissé. Hein, il n'y a pas de problème. Et je crois que c'est vraiment important. Alors, bien sûr, vous l'informez vraiment sur le nombre de congés auxquels il a droit.
Les congés qu'il a perdus, vous ne l'informez pas là-dessus, hein. Voilà. Donc, après, on va voir la date d'application des mesures et on terminera sur ce sujet. Hein. Donc, ce qui est important, c'est qu'en fait, il y a une rétroactivité de la loi depuis le 1er décembre 2009. D'accord? Donc ça, c'est le principe. Donc le 24 avril 2024 pour la période courant depuis le 1er décembre 2009. C'est-à-dire que sur les services RH, on doit refaire le calcul depuis le 1er, effectivement, décembre 2009. Alors là, il faut bien distinguer sur les contrats rompus avant l'entrée en vigueur de la loi. Par exemple, j'ai rompu mon contrat, on va dire, le 21 décembre, j'ai n'importe quoi, 2022, par exemple. Hein. Dans ces cas-là, le salarié doit formuler sa demande de régularisation dans les 3 mois qui suivent la rupture du contrat de travail. D'accord? Donc, c'est vraiment dans les 3 ans qui suivent la rupture du contrat de travail. Par contre, pour les contrats en cours d'exécution au 30 avril 2024, ce n'est pas la prescription triennale qui s'applique là, mais les régularisations doivent être faites au plus tard le 23 avril 2026. Voilà. Alors là, on a été, effectivement, on vous a précisé de manière, on essaye le plus précis possible, hein, l'impact de cette loi, mais on a essayé de prendre un certain nombre d'aspects. Je vous encourage vivement pour les collègues relevant des conventions collectives de la sécurité sociale, de bien voir la note sur l'impact de la maladie, sur l'acquisition et la prise de congés payés. Hein. Donc ça, c'est une note vraiment qui est précise. Et dernièrement, il y a eu de la part de Lucans une question-réponse également, et vous avez l'ensemble de l'application de ce que préconise l'employeur. Donc vraiment, je vous encourage à lire ces deux circulaires. Donc ces deux circulaires récentes. Et pour les personnels hors institution, puisque j'ai vu qu'il y avait des collègues de la MSA qui s'étaient inscrits, donc bonjour aux collègues de la MSA. Dans ces cas-là, il faut aller sur le code du travail numérique. Et toujours pour aller plus loin, les branches vous ont fourni une calculatrice. Si vous avez des questions portant sur le fonctionnement de cette calculatrice, on vous remet, on va vous mettre un lien dans la conversation, mais aussi dans le support. Il faut les contacts en fait de vos maîtrises d'ouvrage respectives pour pouvoir avoir des réponses à vos questions sur le fonctionnement de la calculatrice. J'entends. On est arrivé à la petite session questions-réponses par rapport à cette règle, à cette nouvelle règle d'acquisition des congés pendant la maladie. Alors, on va regarder un petit peu les questions que vous nous avez envoyées. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Hop, hop, hop. Alors, on a eu à nouveau des demandes. Par Alors quel moi, biais recevrons-nous le diaporama? Effectivement, le diaporama par mail hein, avec le listing et vous recevrez le diaporama, le replay, tout ce qu'il vous faudra par mail dans les jours qui suivront ce webinaire. Allez, on y va pour les questions-réponses. Arnaud, je t'écoute. Alors, il y a Joël qui me pose une question. Est-il possible que qui nous pose la question. Est-il possible que le total des congés soit supérieur au droit initial, 27 jours de congés payés en cas de maladie du fait de l'application des deux méthodes, maladie hors maladie? Non, c'est pas possible qu'on aille au-delà des 27 jours de congés payés principaux, hein, bien sûr, principaux, parce qu'il y a aussi les congés supplémentaires. Alors effectivement, Anonymous, par rapport à ce que j'ai expliqué, ça sera la deuxième question auquel je répondrai. Si supérieur à 15 mois, les congés sont perdus. Oui, dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, hein, il peut y avoir des congés qui sont effectivement perdus. Hein. C'est le cas si jamais on reprend à une date postérieure au 31 août 2025. Hein, je parlais des congés entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024. Si je reprends 15 mois pro, oui, Anonymous. Contrairement à ce qu'on a pu entendre dans la presse, tout ça, effectivement, les congés sont perdus. Voilà, je ne sais pas si tu veux répondre à d'autres questions. Oui, alors on a une question de Paola. Bonjour, comment peut-on suivre le délai des CA si on a GRH? C'est-à-dire le délai de prise, Paola, c'est ça peut-être la question. Il faudrait nous préciser un petit peu. Euh, ouais, il faudrait une petite précision là, si Paola peut nous envoyer. Alors, je pense qu'on a fait le tour sur ces questions-là. Arnaud, est-ce que vous avez d'autres questions qui arrivent? Bon, Anonymous, moi j'aurais tendance à dire pour les personnes sorties d'effectif, nous avons une consigne de ne pas répondre aux demandes de ces personnes, mais ça nous semble difficile humainement. À part respecter la consigne, je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. Voilà. Arnaud, on avait une question. Peut-on informer l'agent par mail concernant son droit à congé après retour de maladie? Il me semble qu'on a bien dit que tout ce qui conférait une date certaine était possible.
Euh, Le mail, je suis pas sûr que ça donne vraiment une date certaine. Moi, je préférais effectivement la lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre mise contre décharge. Comment démontrer qu'il a bien reçu le mail? Alors, il y a accusé de réception, certes, mais bon, c'est quand même mieux par courrier. Voilà. Au moins, vous êtes sûr alors, d'avoir la signature. pour Voilà. rebondir sur Paola qui me demandait le délai de prise, sur GRH, vous n'aurez pas le délai de prise, hein. L'outil lui-même ne sait pas, va pas fonctionner en fonction du délai. J'espère avoir bien Voilà. répondu à la question, Paola. Il n'y aura pas cette information-là, effectivement. Si les questions sont terminées, on va continuer. Allez, on va parler maintenant indemnisation des congés payés et on va évidemment parler de la règle du dixième. Alors, l'indemnité de congé payé. Donc, vous le savez, quand vous êtes en congé payé, vous êtes maintenu en salaire. Évidemment, on ne vous enlève pas du salaire quand vous êtes en congé payé. On doit calculer le dixième de la rémunération. Alors, toujours en fin de période, on va calculer, c'est vos services RH qui font ça, qui vont calculer le dixième de la rémunération totale perçue du salarié sur la période des références et qui va le comparer avec ce qui a été maintenu comme salaire pendant la prise de congé. Si le dixième est supérieur au maintien de salaire, alors on aura une régularisation. Si le dixième est inférieur au maintien de salaire, il n'y aura pas de régularisation. Et donc, on va toujours retenir le plus favorable dans la comparaison. On va voir de toute manière un petit exemple. Ensuite, on vous a mis ici un exemple assez classique pour un salarié qui travaillerait 5 jours par semaine. S'il est présent sur toute la période de référence, on va avoir un calcul qui s'apparente à cette formule. R étant la rémunération totale perçue par le salarié au cours de l'année de référence, multiplié par un dixième pour calculer le dixième, sur le nombre de multiplié pardon, par le nombre de jours de congés qu'il a pris sur 25 jours ouvrés. 25 jours, c'est les congés, c'est les 2 jours et demi ouvrables par mois de présence au cours de la période de référence. On va voir un exemple chiffré. Donc, on va avoir un salarié. Donc, dans notre exemple, ce salarié, vous voyez qu'il est à temps plein, qu'il gagne 1 900 euros brut mensuels, qu'il avait un droit de congé à 32 jours. Et en dessous, vous avez la calculette classique du dixième, j'ai envie de dire, avec les salaires. Donc, ils vont nous calculer la période de référence et le salaire de référence ici à 22 800 euros. On va en calculer le dixième, ça fait 2 280 multiplié par 32, c'est le nombre de jours de congé, sur 25, le nombre de jours de congé du droit du travail. Ça va nous faire 2 918,40 €, ça c'est la règle du dixième. Et on compare ça à la totalité des salaires qui ont été maintenus quand il était en congé. Donc par exemple, si je regarde mon petit tableau, alors je suis navrée, c'est un peu petit. Si on regarde le petit tableau, on a du salaire maintenu sur le mois de mai. Et donc, il y avait 5 jours de salaire maintenu. Sylvain, si tu veux bien revenir en arrière, voilà, merci. 5 jours de salaire maintenu, il n'y a pas de souci, sur le mois de mai. Et donc, ça faisait 413,04 € de salaire maintenu. Au total, 2 659,21 €. Dans ce cas-là, l'agent a été moins payé en salaire maintenu que le dixième de son salaire de référence. Le dixième sera donc de 259,19 €, si je ne me trompe pas. Alors, on est évidemment très conscient qu'on a pris un cas très classique de salaire à temps plein, voilà, sans difficulté particulière. Mais sur un webinaire d'1 heure, on ne peut pas se permettre de rentrer dans des détails ou dans des cas très particuliers. Donc, on va voir s'il y a des questions sur ces cas très particuliers, mais on ne peut que vous inviter, surtout au regard du nombre de personnes aujourd'hui, à plutôt nous rejoindre sur des formations ou à commander de l'offre sur mesure, mais on ne peut pas traiter des sujets aussi techniques que le dixième finalement sur un webinaire. Donc, on vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Là, vous avez un écran GRH. Cet écran GRH, il nous dit que le revenu d'exercice de référence de cette personne-là est à 50 265,67 €. Si on y applique la règle du dixième en regardant les jours pris au regard des 25 jours, mais on va avoir un montant de dixième qui a été payé de 213,29 € parce que le salaire maintenu, 4 913,81 €, était inférieur à la règle du dixième. Et on vous a mis sur cet écran aussi, donc c'est toujours un écran GRH, vous voyez les petits boutons grisés, le paiement ICP, machin, il est grisé parce que l'agent a déjà été payé et on le voit en rouge en bas, agent payé le 1er novembre 2023. Si ces boutons ne sont pas grisés, c'est que le paiement n'a pas encore été réalisé.
Donc voilà pour le 10e. Je le redis, il est un peu compliqué de rentrer dans des cas particuliers et dans des cas peut-être moins classiques sur un webinaire. On va voir si vous avez des questions sur cette partie-là maintenant. Alors, il y Alors, avait une petite question qui est un petit peu ancienne et je reviens dessus, effectivement. C'est Anonymous qui me demande, est-il possible d'acquérir des congés payés sur la maladie sans solde? Alors, dans les limites que je viens d'indiquer, oui, Anonymous. Alors, si c'est la maladie non professionnelle, ça sera 2 jours ouvrables, hein, effectivement, par mois de présence. Voilà. on a une question de Vanessa qui nous dit: Bonjour, le 10e est-il calculé pour l'intégralité des salariés ou sur une sélection d'agents? Donc, a priori, le 10e est calculé automatiquement, entre guillemets, par votre logiciel de paie. Et ce sont les services RH qui, avant de payer, bien sûr, vont aller contrôler tous les paiements de 10e qui sont effectués. Alors, évidemment, on a des petites alertes, entre guillemets, qui sont ben, des cas plus particuliers, comme les gens à temps partiel, comme les gens arrivant en cours d'année. Mais en réalité, on va recalculer tous les cas, ou en tout cas s'assurer que le montant qui a été calculé par l'outil de paie soit le bon. Évidemment, ça ne part pas sans validation du service RH ou de votre centre de paie. Alors, on y va pour les petites questions. Stéphanie, je suis désolée, indemnisation des congés payés et temps partiel, détail de calcul. Ben, là, je suis navrée, on ne pourra pas faire ça sur un webinaire d'1 heure. On est déjà à presque un quart d'heure de la fin. Si on veut terminer, on ne pourra pas. Donc, on verra ensuite ce qu'on peut vous proposer comme formation sur ce cas-là, mais pas sur un webinaire. Euh, Arnaud, est-ce que tu vois d'autres questions? Oui, il y a Anonymous qui me demande effectivement jusqu'à quand c'est rétroactif cette fameuse loi, hein. Cette fameuse loi, bah, je dirais qu'elle est rétroactive au 1er décembre effectivement 2009 pour être très précis, hein, d'accord? Donc effectivement, ça suppose un calcul jusqu'au 1er décembre effectivement 2009, cette fameuse loi DDADUE 2. Voilà. Paola, je vois qu'il y a quelqu'un qui a répondu sur la conversation en disant: Paola, il y a la calculatrice fournie par Lucans pour le délai de prise. Effectivement, les calculatrices qui ont été fournies par vos branches, elles calculent C'est non ça. seulement le nombre de jours de congés acquis pendant la maladie, mais elles vous fait même le courrier, hein, le calcul de ce qui, et avec le courrier de ce qui a été acquis et surtout le délai de prise. Et vous avez même les dates, tout ça, tout est très bien calculé par vos calculatrices. On peut remercier Lucans pour ses calculettes. Tout à fait. Et comment obtenir les calculatrices? On va vous répondre. Alors, comment obtenir la calculatrice? Elle a été fournie normalement par vos branches. Tout à fait. Les centres de paie en ont été destinataires. C'est pas vraiment nous qui allons vous donner cette réponse-là. Moi, je vous invite à aller vers vos maîtrises d'ouvrage dont on vous remet les liens dans la conversation. Vous les aurez aussi sur le replay et sur Tout à fait. le document qu'on vous enverra. Voilà. Alors, hop, je continue à regarder parce qu'il y a beaucoup de questions qui nous arrivent. Arnaud, je ne sais pas si tu as encore des questions auxquelles tu peux répondre. Alors, je Alors, pense. Alors, il y a effectivement une personne avec qui je suis complètement d'accord, puisqu'on parle, on dit on ne doit pas toujours parler du 10e des rémunérations, mais la règle du 10e, tout à fait. Hein, parce Oui, qu'effectivement, tout à fait. parfois, c'est un peu plus du 10e, tout dépend le nombre de jours de congé auxquels on a droit. Voilà. Donc voilà. Alors, ok, on a encore quelques questions peut-être. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Hmm. Alors, est-ce qu'on a encore quelques questions? Non, moi, je vois pas. Je crois qu'on a répondu à la plupart. Voilà. Ouais, oui. Allez. Regarde. Donc, je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. On vous transmettra donc le support par envoi après ce webinaire. Nos offres de formation, il est important de le dire, on a essayé de faire un webinaire qui soit très complet sur les congés. Maintenant, on ne peut pas tout aborder en 1 heure, évidemment. On vous a mis là les formations qui peuvent éventuellement vous aider si vous voulez aller plus loin sur les congés. Et on a toujours aussi la possibilité de faire de l'offre sur mesure, hein, si vous avez des questions ou des programmes
particulier, voilà, n'hésitez pas à venir vers nous, on pourra vous répondre à tout ça. Et bien sûr, nos formations existent pour aller plus loin sur cette partie-là. On va vous mettre les liens et toujours pareil, vous les aurez aussi dans les supports. Donc, vous allez recevoir une demande d'évaluation en fait sur le webinaire Paix en Poche que vous venez de voir. On va la mettre dans la conversation. Toujours pareil, elle arrive aussi par le mailing. Vous aurez le support et le replay. Donc, n'hésitez pas, c'est important pour nous de savoir. Et toujours pareil, on va avoir des prochains événements Paix en Poche. Donc, ça sera le 27 janvier. À ce jour, le thème n'est pas encore choisi puisque on vous invite à nous transmettre les thèmes qui vous intéresseraient. Et puis, on essaie de faire caler aussi les thèmes avec l'actualité. Mais n'hésitez pas, vous êtes force de proposition pour nous. On a créé ces webinaires pour vous. Et effectivement, on attend des suggestions pour pouvoir définir le thème. Le 17 octobre, de 14h à 15h30, on aura un webinaire un petit peu exceptionnel sur le travail et le cancer. On va parler conciliation, travail et retour à l'emploi avec la maladie ou après la maladie. Vous aurez de nombreux témoignages, notamment de salariés, mais aussi de services RH, de services institutionnels et aussi de témoignages de la présidente et de la fondatrice de l'association Cancer at Work. Quelque chose de, voilà, un webinaire un peu exceptionnel sur un thème qui nous touche tous. Et pour finir dans les petites annonces, le 14 novembre, mon cher collègue Arnaud, qui a animé avec moi, vous proposera le droit du travail numéro 6 de 14h à 15h aussi, et toujours pareil sur le droit du travail et l'actualité du droit du travail. Alors, je vous Alors, il nous annonce reste, plein de pardon, nouveautés pendant ce webinaire, plein de nouveautés jurisprudentielles, vous verrez. On est plutôt sur des nouveautés jurisprudentielles parce qu'il y a il y a pas mal de choses qui ont évolué. Faut toujours se pendant juillet-août, il se passe souvent des choses au niveau de la Cour de cassation, comme vous le verrez. eh bien, super, comme ça, Arnaud, on aura plein de matières pour le 14 novembre. Il nous reste à vous remercier. Vous avez été très nombreux. On a été jusqu'à 550 participants aujourd'hui. Alors, techniquement, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, merci aussi à notre service communication qui nous aide beaucoup pour ça. Merci beaucoup, Arnaud, pour ton accompagnement. Et puis, à très vite pour les webinaires Paix en Poche suivants. Bon après-midi.